Bien longtemps, la terre aride de Gara Djebilet, nichée dans le coin sud-ouest de l'Algérie, n'était qu'un point oublié sur la carte, une étendue sableuse que peu osaient même nommer. Et pourtant, sous cette apparente insignifiance, dormait un géant, un gisement de fer titanesque, parmi les plus riches de la planète. Ce n'était pas une simple trouvaille géologique, non. C'était le coup d'envoi silencieux d'une partie d'échecs grandeur nature, où les pièces s'appellent France-Chine, États-Unis, Russie, et quelques voisins aux ambitions bien affûtées. Ce désert discret est soudain devenu l'épicentre d'un tumulte mondial, un aimant géostratégique que nul ne peut ignorer. Juste après avoir conquis sa souveraineté, l'Algérie entamait une longue marche vers la reconstruction. Et c'est là, au beau milieu de cette effervescence post-coloniale, que les regards du monde se sont tournés vers un coin sablonneux, oublié, Gara Djebilet. Les experts parlaient de ce chiffre vertigineux. Des milliards de tonnes de fer, pur et abondant, de quoi réécrire le destin économique d'un pays. Mais voilà le hic le monde, ou plutôt les puissants qui le dirigent, n'étaient pas prêts à voir cette jeune république décoller aussi vite. Investir trop risqué, disait-il. Instabilité politique, disait-il encore. En vérité, une peur sourde, celle de voir l'Algérie transformer ce trésor en levier industriel et devenir un acteur qui compte dans le jeu mondial. Année après année, Gara Djebilet est resté dans les cartons comme un secret trop précieux pour être partagé. Les rapports économiques clamaient haut et fort son immense potentiel, mais rien ne bougeait. Pourquoi ? Parce que pour Alger, il n'était pas question de troquer un gramme de souveraineté contre un baril de promesses. Trop stratégique, trop sensible, trop convoité. Résultat, les portes sont restées closes, même face aux offres alléchantes. Ce gisement, pour beaucoup d'économistes, aurait pu être le tremplin idéal pour sortir du tout pétrole et bâtir une économie plus diversifiée. Mais jusque-là, il n'était qu'un rêve éveillé, suspendu entre ambition et prudence. En entrant dans le nouveau millénaire, l'Algérie a décidé de jouer une carte différente. Fini l'attente, place à l'action. Elle s'est lancée dans une quête méticuleuse pour dénicher des partenaires solides, dignes de confiance et surtout respectueux de ses intérêts. Résultat. 3 géants chinois du secteur minier et sidérurgique se sont invités à la table des négociations. Après de longues discussions menées avec précision, un pacte est scellé. 51% pour Alger, 49% pour Pékin. Une manœuvre saluée comme un coup de maître, un équilibre subtil entre ouverture économique et souveraineté nationale, entre ambition mondiale et contrôle local. Impossible pour les grandes puissances de détourner le regard. Quand l'Algérie a sorti sa carte maîtresse, les radars de Washington se sont immédiatement activés, un gisement de fer colossal, une influence chinoise qui s'étend, et voilà que les Américains s'agitent. De son côté, la France, installée depuis bien longtemps dans les coulisses économiques du Maghreb, a vite compris que ce projet pouvait rebattre les cartes régionales du nord du Sahara jusqu'au Sahel. Mais pendant que les géants mondiaux spéculent l'Algérie, elle avance. Bulldozer en action rail, posée, route tracée. Les chantiers fusent pour connecter le gisement à des ports clés comme Oran ou Ténès, avec un objectif limpide: expédier le minerai vers le reste du globe. En toile de fond, les analystes voient déjà se dessiner un nouvel échiquier. Gara Djebilet pourrait bien devenir une zone de tension stratégique, surtout depuis que Moscou commence lui aussi à lorgner du côté des ressources algériennes, avec un intérêt croissant. D'après les économistes, si l'Algérie joue bien ses cartes et choisit de traiter son fer sur place, elle pourrait gravir plusieurs échelons dans la hiérarchie économique mondiale. Transformer localement, c'est bien plus qu'un choix technique, c'est une stratégie de puissance. Cela ouvrirait la voie à un tissu industriel solide,
capable d'alimenter le bâtiment, la mécanique et la métallurgie nationale. Mais comme souvent, dès qu'un projet prend de l'ampleur, les polémiques s'invitent, et ici elles tournent autour de vieux dossiers sensibles, où s'arrêtent les frontières, quelle histoire raconte-t-on, à qui appartient quoi. Tout s'est encore tendu quand Washington a validé la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Immédiatement, le climat régional s'est électrisé. Et face à cette nouvelle donne, l'Algérie a tenu à rassurer, pas de sous-entendu, pas de stratégie cachée, juste un projet économique pensé pour développer le pays booster l'industrialisation et donner un nouvel élan à la nation. Rien de plus, rien de moins, à en croire le discours officiel. Les premiers coups de pioche ont enfin résonné dans le désert, l'exploration pilote est en marche, et les chiffres qui circulent donnent le vertige. Selon les annonces officielles, l'Algérie pourrait bientôt sortir jusqu'à 30 millions de tonnes de minerais par an. Oui, 30 millions. De quoi s'inviter sans complexe à la table des géants mondiaux du fer. Et ce n'est pas tout avec ce projet, ce sont des milliers d'emplois qui sont en ligne de mire. Directs, indirects et même inattendus, surtout dans des zones longtemps laissées à l'abandon, là où le sable remplace encore l'infrastructure. Côté géopolitique, le puzzle devient passionnant. Pour Pékin Garage et Billette s'inscrit pile dans le tracé doré de sa nouvelle route de la soie. Un tremplin vers l'Europe et l'Amérique latine. Moscou, quant à elle, y flaire une opportunité en or pour planter ses drapeaux économiques sur le sol africain, notamment via des alliances énergétiques. Et les États-Unis, eux, restent aux aguets, l'œil rivé sur la progression du chantier redoutant, que l'ombre chinoise ne s'allonge encore davantage sur l'Afrique du Nord. Sur l'échiquier stratégique, Garage et Billette n'est pas juste un amas de minerais enfouis dans le désert. C'est une pièce maîtresse qui pourrait bien redéfinir l'avenir économique de l'Algérie. Non seulement ce projet pèse lourd en termes de valeur brute, mais il offre aussi à Alger une carte diplomatique précieuse, celle de négocier avec les géants du monde, sans courber l'échine en gardant la main sur sa souveraineté. Mieux encore, il pourrait devenir le levier qui fait basculer l'économie nationale d'une dépendance aux hydrocarbures vers une industrie productive durable et résolument tournée vers l'avenir. Alors oui, les obstacles sont là, entre les exigences techniques, les besoins en financement et les casse-têtes logistiques. Mais face à ces défis, l'Algérie affiche une posture qui en dit long, vision claire, cap assumé et ambition affichée. Le pari est osé, mais l'objectif est net, faire de ce coin désertique non pas une simple mine, mais un centre industriel de rang mondial, capable d'ancrer un modèle économique durable pour les générations qui arrivent. Au fond, Garage et Billette, ce n'est pas juste une histoire de minerais enfouis sous des tonnes de sable. C'est le récit plus vaste d'un territoire devenu carrefour d'ambition, théâtre d'enjeux, où se mêlent lutte d'influence, stratégies étatiques et soif de développement. Dans ce dédale mondial en perpétuelle réécriture, ce site s'impose comme un point de convergence où la souveraineté nationale flirte avec les intérêts géopolitiques les plus brûlants. Face à ce décor, le tableau est double. D'un côté, un défi de taille. Bâtir, former, structurer, et surtout piloter avec rigueur un chantier aussi colossal. De l'autre, une chance unique, celle de faire naître au cœur du désert un géant industriel capable de tenir tête aux mastodontes du secteur, d'attirer des capitaux internationaux tout en gardant la main sur les décisions et de s'inscrire dans le remodelage planétaire des chaînes d'approvisionnement d'un matériau aussi stratégique que l'acier. Bref, un défi à la hauteur de l'ambition algérienne. Ce projet n'est plus simplement enraciné dans les dunes de Garage et Billette. Il s'est affranchi du sable pour s'installer dans les salons feutrés du pouvoir mondial. On en parle dans les comités d'investissement, on le scrute dans les think tanks économiques, il alimente les discussions feutrées des chancelleries
et il agite les coulisses des grandes capitales. Car tous ont bien compris une chose au XXIe siècle, celui qui tient les matières premières, l'énergie et la technologie, tient les clés du jeu. Mais rêver grand ne suffit pas dans un monde où les règles changent sans prévenir. La réalité contemporaine impose ses contraintes. Compétition impitoyable, alliance aussi instable qu'éphémère, tensions régionales, prêtes à s'embraser au moindre faux pas et urgence climatique qui s'invitent à chaque décision. Pour rester dans la course, sans perdre son cap, l'Algérie devra faire ce numéro d'équilibriste allié progrès et écologie, efficacité et responsabilité, ouverture sur le monde et protection de sa souveraineté. Rien de simple, mais tout à gagner pour que Garage et Billette devienne bien plus qu'un site d'extraction. L'Algérie devra d'abord miser sur ce que le minerai ne peut pas acheter, le savoir-faire. Former une génération d'ingénieurs audacieux, de techniciens aguerris, d'économistes stratèges et de décideurs éclairés. Mais ce ne sera pas suffisant. Il faudra aussi s'assurer que cette manne ne finisse pas concentrée dans les seules mains de l'État ou des mastodontes industriels, mais qu'elle irrigue les territoires oubliés, qu'elle profite à la jeunesse, qu'elle rende espoir aux habitants du Sud-Ouest, longtemps relégués à la marge. En somme, que cette mine devienne l'amorce d'un basculement social, d'une renaissance éducative et d'un rééquilibrage territorial. Car au fond, on touche ici à quelque chose de plus grand que l'économie. La question est presque existentielle, quelle Algérie pour demain? Quelle posture adoptera-t-elle sur l'échiquier mondial? Va-t-elle construire des ponts ou ériger des murs? Comment préserver ses intérêts sans se faire absorber par les dynamiques globales? Et surtout, quel partenariat bâtir sans céder son âme? Dans cette ère où les empires ne se font plus à coups de sabre, mais de contrats et de zones d'influence, chaque choix pèse lourd. Aucun accord n'est anodin. La richesse brute ne vaut rien sans une boussole politique. Ce qu'il faut, c'est une volonté claire, une vision longue et une stratégie qui tient la route. Garage et Billette, ou devrions-nous dire Garage et Billet, comme pour mieux insister sur la transformation en marche, n'est plus simplement un site minier, c'est un miroir tendu à l'Algérie. Et ce qu'il reflète, c'est une nation en pleine métamorphose. Une Algérie qui tourne le dos aux recettes fatiguées du passé, qui refuse de vivre dans l'ombre de la dépendance ou l'inaction, et qui ose enfin se projeter autrement. Fini l'époque où l'on se contentait d'exporter des ressources brutes sans les valoriser. Place à un pays qui veut peser dans la chaîne de valeur globale, proposer des solutions concrètes dans l'énergie, l'industrie et la tech. C'est une Algérie qui a compris que le développement ne s'improvise pas, il se bâtit lentement avec bravoure, réflexion et ambition. Une Algérie qui ne mise plus uniquement sur ce qu'elle extrait du sol, mais sur ce qu'elle est capable d'en faire des idées, des emplois, des usines, de la recherche, du progrès social, et surtout une influence régionale qui ne se mendie plus, mais se mérite. Non Garage et Billette, ou plutôt Garage et Billet, comme certains aiment le surnommer avec malice. Ce n'est pas juste une affaire de tonnes de fer et de bilan économique, c'est un véritable terrain d'expérimentation, un prototype grandeur nature, d'un développement à la fois souverain et durable. Ce projet, c'est un virage, une bifurcation historique. C'est un pays qui, pour une fois, ne doute plus. Un pays qui marche vers l'avenir, les yeux ouverts, guidé par le souvenir de son peuple, par l'ambition de son État et par les rêves tenaces de sa jeunesse. Car au final, la grandeur d'une nation ne se mesure ni à la taille de ses frontières, ni au volume de ses ressources. Elle se mesure à sa capacité à transformer cette matière brute en quelque chose de plus grand, du progrès, de la stabilité et une dignité que rien ne peut acheter. Et si ce projet voit le jour tel qu'il a été rêvé,
Alors ce ne sera pas simplement une réussite industrielle de plus sur une carte. Ce sera un manifeste vivant, une démonstration éclatante que la richesse n'a de sens que si elle élève les hommes, qu'elle inspire la coopération sans domination, et qu'elle construit un monde où chaque nation se distingue, non par ce qu'elle accumule, mais par ce qu'elle réalise ensemble, avec courage et conviction. En y regardant de plus près, on comprend que la vraie grandeur d'un pays ne se résume ni à ses puits de pétrole, ni à ses courbes de croissance, ni même à ses ponts flambant neufs. Ce qui compte vraiment, c'est l'élan intérieur de son peuple, sa capacité à rêver au-delà de l'immédiat, à inventer, à s'unir autour d'un idéal et à bâtir un futur enraciné dans la connaissance, la justice, la solidarité et le respect de la dignité humaine. Ce sont toujours les sociétés qui misent sur l'intelligence collective, et pas seulement sur l'accumulation de biens qui finissent par perdurer. Car une économie florissante sans humanisme derrière, ce n'est qu'un décor fragile, un mirage qui s'efface au moindre choc. En vérité, toute transformation profonde commence là où on ne la voit pas dans la tête des gens, dans leur lucidité, dans leur formation, dans leur envie de faire ensemble. C'est là que naissent les vraies révolutions. Ce n'est pas en creusant le sol qu'on bâtit une nation solide, mais en cultivant l'esprit de ceux qui la peuplent. Une société vraiment puissante est celle qui investit d'abord dans ses cerveaux, avant de convoiter ses sous-sols. Là où l'école devient un sanctuaire d'avenir, où la culture éclaire le chemin, et où l'innovation n'est pas un luxe, mais une responsabilité collective. Le futur ne récompense pas les simples possédants, mais ceux qui osent bâtir pierre après pierre, même quand tout semble s'effondrer. Il appartient au peuple capable de serrer les rangs dans l'adversité, d'ignorer les fractures et de transformer chaque épreuve en tremplin. L'histoire nous l'a déjà soufflé, rien de grand ne naît du hasard. Tout ce qui dure est le fruit d'une idée claire, d'un cap affirmé, d'une énergie commune. Le monde de demain n'est pas offert, il se construit comme une œuvre vivante. Et cette œuvre réclame du courage, de la discipline, une éthique sans faille, une intelligence collective. Et surtout une mobilisation de chacun, peu importe son rôle, pour rêver ensemble, créer ensemble et donner du sens à ce qu'on fait ensemble. Le sort d'une nation ne se lie pas dans la profondeur de ses gisements, mais dans la clarté de la conscience de ses citoyens. Ce qu'on retiendra au bout du compte, ce n'est pas ce qu'un pays possède, mais ce qu'il décide de faire grandir. Lorsqu'une société remet l'humain au centre, mise sur la jeunesse, parie sur l'intelligence, cultive la créativité et élève l'éducation au rang de priorité nationale, alors tout devient possible. La vraie mission, c'est de permettre à chacun, sans exception, de devenir acteur d'un avenir commun, où l'on ne se contente plus de croître, mais où l'on avance avec sens. Où produire ne suffit plus, si l'on ne crée pas aussi. Où posséder cède la place à exister pleinement. L'avenir que nous devons bâtir ne tombera pas du ciel, ni ne sera hérité par automatisme du passé. Il devra être arraché par un choix collectif, mûri, assumé, un choix d'harmonie entre morale et marché, entre savoir et pouvoir, entre technologie et entraide, entre justice et dignité. Un choix enfin de civilisation. C'est dans la danse subtile entre racines et futur, entre souvenirs et invention, entre ce que l'on espère et ce que l'on bâtit, que se cache la véritable puissance d'une nation. Une puissance qui ne se lie ni dans les bilans comptables, ni dans les discours bien rodés, ni dans les slogans électoraux, mais dans les valeurs qu'elle incarne dans les actes qu'elle pose, dans les traces qu'elle laisse. Et si un jour nous parvenons à offrir aux générations suivantes autre chose que des ressources à épuiser, mais plutôt un horizon à prolonger des pistes, à questionner des rêves, à redéfinir, alors oui, on pourra dire qu'on a transmis plus qu'un héritage, une direction, une vision, une mission.
non pas pour glorifier notre passage, mais pour l'inscrire dans quelque chose de plus grand. Car au bout du compte, ce que l'humanité a de plus noble à offrir, ce n'est pas sa force brute, mais sa capacité à être équitable, inventive, durable, et surtout intensément humaine.